Il pensait avoir commis le crime parfait, profiter de la fortune de sa femme, s'installer dans son luxueux manoir avec sa compagne secrète et voler le fruit de 10 années de travail acharné. Il la croyait aveuglée par l'amour, trop occupée par ses réunions pour remarquer quoi que ce soit. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Camille Valois n'avait pas bâti un empire de plusieurs millions sur des sentiments. Elle l'avait bâti sur des données, une stratégie implacable et une patience de fer. Quand la trahison franchit la porte de sa forteresse, elle ne fait pas de scandale, elle ne crie pas, elle calcule. Et l'addition qu'elle s'apprête à lui présenter sera la plus chère de toute sa vie. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration, car l'histoire de la vengeance la plus froide et la plus brillante commence maintenant. Il était sûr que sa femme se trouvait à l'autre bout du continent pour conclure un autre accord. C'est pourquoi il a donné la clé à sa compagne en disant que maintenant tout cela leur appartenait. Il l'a guidée à travers le hall en marbre jusqu'au dressing de sa femme et a ouvert une boisson prestigieuse de la cave. Mais il avait négligé un détail, une signature sur un document. Il ignorait que l'épouse qu'il trompait était la seule personne dont le nom figurait sur le titre de propriété et qu'elle observait chacun de ses mouvements. Les portes de la maison numéro 18 de l'allée des Chênes au Vésinet étaient majestueuses. Le fer forgé en forme de branche de saule s'ouvrait presque en silence grâce à un mécanisme hydraulique. Elle protégeait une forteresse de verre, de pin des Landes et d'acier poli qui se dressait sur les collines verdoyantes de la banlieue de Paris. Pour le monde extérieur, c'était la maison de Camille Valois et Julien Beaumont, le couple en or du pôle technologique de Sophia Antipolis. Camille, la directrice générale de 38 ans de Lumina France, était à l'aube d'une révolution dans la logistique et Julien, son mari séduisant et charismatique, un consultant en stratégie qui ne s'était consacré à rien de stratégique depuis des années, à moins qu'il ne s'agisse de son handicap de golf ou de sa collection de polos chers. Le manoir était une création de Camille. Elle a tracé le premier croquis sur une serviette lors d'une escale à un forum d'affaires à Saint-Tropez. Elle a choisi de manière obsessionnelle le marbre italien, le système de domotique et la piscine à débordement avec vue sur Paris. Julien aidait en approuvant formellement ses décisions. Cette nuit-là, la maison était silencieuse. Camille venait de rentrer d'un forum technologique de 4 jours à Lyon. Le long vol l'avait épuisée, mais sous sa peau palpitait une inquiétude familière. Au cours des 6 derniers mois, cette maison ne ressemblait plus à un foyer, mais à un décor de luxe. Julien rentrait tard, toujours tard. Elle se tenait dans l'immense salon où un mur de verre de 30 mètres offrait une vue sur les lumières nocturnes de Paris. Le téléphone a vibré. C'était un message de lui. Julien a écrit qu'il était coincé dans des embouteillages. La réunion avec le fonds d'investissement s'était prolongée. Il lui a demandé de ne pas l'attendre et a ajouté qu'il l'aimait. Camille a regardé l'écran. Un fonds d'investissement. Julien n'avait pas rencontré d'investisseurs depuis que sa propre start-up avait lamentablement échoué il y a 3 ans. Et Camille avait dû investir des millions d'euros pour éponger ses dettes. Une froide certitude lui serra l'estomac. Elle savait qu'il n'était pas dans un embouteillage. Elle savait qu'il n'était pas en réunion. Elle le savait, car 3 heures plus tôt, son détective privé Étienne Roux lui avait envoyé une photographie. Sur celle-ci, Julien riait en sortant d'un restaurant de l'avenue Montaigne. À ses côtés se trouvait une jeune blonde avec un sourire éblouissant et une robe qui semblait chère, mais qui ne l'était pas. Camille le savait depuis 6 mois. La découverte avait été à la fois banale et dévastatrice. Un relevé de cartes de crédit séparées arrivait à son bureau vide depuis longtemps au centre de Paris.
une carte premium, un duplicata de la sienne qu'elle n'avait jamais sollicité. Les dépenses étaient la carte de sa trahison. Hôtel dans le centre-ville, dîner dans des restaurants chers, achats ridicules dans des boutiques. N'importe quelle autre femme aurait fait un scandale. Mais Camille Valois n'avait pas bâti une entreprise de plusieurs millions sur des impulsions. Elle l'avait bâtie sur des données, de la stratégie et une patience implacable. Elle s'est approchée du panneau de contrôle principal de la maison. Une lumière bleue éclairait doucement le mur. Elle a ouvert les journaux de sécurité. Julien avait quitté la maison à 16h30. Il lui avait dit que la réunion commençait à 17h. Le restaurant où Étienne l'avait photographié était à 15 minutes en voiture. Il avait passé plusieurs heures avec cette femme. Camille a regardé le calendrier. La semaine suivante, elle avait un vol prévu pour Bordeaux afin de finaliser une importante fusion internationale. C'était un voyage de 48 heures. C'était d'une importance vitale pour l'avenir de Lumina France. Un plan froid et précis a commencé à se former dans sa tête. Julien la considérait comme une bourreau de travail brillante mais prévisible. Il croyait que son amour et sa concentration sur le travail l'aveuglaient. Il se considérait charmant et intelligent. Il avait oublié avec qui il était marié. Philippe a dit au téléphone. Le téléphone a sonné 2 fois. « Camille, tu es rentrée ?» a répondu une voix chaleureuse et professionnelle. Philippe Morel était son avocat depuis 10 ans, l'esprit le plus vif du cabinet. « Je suis rentrée », a-t-elle dit calmement. « Et j'ai un nouvel itinéraire pour le voyage à Bordeaux. Je n'y vais pas en avion. J'irai à l'hôtel Ritz à Paris, mais Julien pensera que je suis à Bordeaux. » Il y a eu une lourde pause. « Alors, tout est confirmé. »« Confirmé et documenté, » a-t-elle dit. « Maintenant, j'ai besoin des documents d'enregistrement de Héritage Soleil SAS et d'une analyse complète du contrat de mariage, en particulier la clause 4 alinéa B, la clause d'infidélité. « J'ouvre déjà les documents, » a répondu Philippe. En fond sonore, on entendait le bruit d'un clavier. « Tout est solide comme un roc, Camille. Tu le sais, n'est-ce pas ?»« Je le sais, » a-t-elle dit en regardant la ville qu'elle ressentait comme la sienne. « Mais je veux voir une fois de plus à quel point c'est solide avant de détruire tout son monde. » La semaine précédant le voyage à Bordeaux a été une performance parfaite. Camille a été la directrice générale exemplaire, fatiguée et attentive. Elle a discuté de l'accord avec Julien pendant le dîner en feignant l'inquiétude. Julien, à son tour, a été le mari solidaire idéal. Il lui massait les épaules, lui servait un verre de sa cave et lui disait des phrases de réconfort. Il disait qu'elle réussirait comme toujours et qu'il garderait tout sous contrôle à la maison. « Je le sais, mon chéri, » répondait-elle avec un sourire. « Que ferais-je sans toi ?» La forteresse qu'il allait protéger avait été construite par elle. Le piège était complexe et à plusieurs niveaux, basé sur des mesures légales prises bien avant l'infidélité. Lorsque Camille a porté pour la première fois Lumina France à un niveau sérieux, Philippe a insisté sur une nouvelle stratégie de protection des actifs. Il a dit qu'elle n'était plus seulement Camille Valois, mais une cible pour les poursuites, les concurrents et les personnes malveillantes. Il était nécessaire d'isoler les actifs personnels des actifs de l'entreprise. Ils ont créé un parapluie. Ce parapluie était Héritage Soleil SAS, une structure enregistrée dont Camille était l'unique propriétaire. Lorsqu'elle a acheté le terrain en Vésinet, le titre de propriété a été enregistré au nom de l'entreprise. Lorsqu'elle a payé les entrepreneurs pour la construction du manoir, les paiements ont été effectués depuis le compte de l'entreprise.
Julien était présent dans tout cela, mais il était chroniquement allergique aux documents. Il a vu le nom de l'entreprise et a supposé que c'était juste un montage fiscal que Philippe avait créé pour eux. Il n'a jamais lu les documents constitutifs, il ne s'est jamais demandé pourquoi son nom n'apparaissait sur aucun document de propriété. Il a simplement supposé que selon le régime de la séparation de biens, tout ce qui lui appartenait à elle lui appartenait automatiquement à lui. Dans sa hâte d'épouser la femme la plus prospère qu'il ait jamais connue, il avait également parcouru superficiellement le contrat de mariage. Il a remarqué les généreuses dispositions concernant la prestation compensatoire et les exceptions relatives à sa start-up défaillante. Il a ignoré la clause 4, alinéa B, la soi-disant clause morale. Celle-ci stipulait clairement que si l'une des parties participait à une infidélité conjugale ou à des actions causant un préjudice démontrable à la réputation ou un dommage émotionnel à l'autre partie, elle perdrait tous les droits à la prestation compensatoire et aux actifs conjoints, ne conservant que ce qu'elle avait personnellement apporté au mariage. Pour Julien, cela signifiait une voiture de sport Porsche que Camille lui avait offerte pour son anniversaire et une montagne de dettes. Le jour de son voyage est arrivé. Julien l'a conduite à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle dans son DS-7 Crossback. Il l'a embrassée dans le terminal international, lui a souhaité bonne chance et lui a demandé de lui écrire à l'atterrissage. Elle a souri en prenant sa valise. Il l'a regardée passer le contrôle de sécurité, feignant d'être un modèle de dévouement. Au moment où elle a disparu de sa vue, elle est sortie du terminal, est retournée au parking du personnel et est montée dans une Audi noire conduite par Étienne Rond, son détective privé. « Il est en mouvement », a dit Étienne d'une voix monotone. « Vers où va-t-il » ? Il a fait demi-tour vers la ville. Il se dirige vers un appartement dans le quartier de Neuilly-sur-Seine. Elle s'appelle Léa Martin, 26 ans, aspirante blogueuse art de vivre. Camille a observé comment ils entraient. Elle a vu comment ils désactivaient l'alarme principale, sans comprendre qu'ils n'avaient désactivé que le niveau invité. Le niveau administrateur restait totalement actif et continuait d'enregistrer chaque son et chaque mouvement. « Philippe, es-tu en ligne ?» a dit Camille au téléphone. « Je suis là, Camille. Je vois la diffusion en direct. »« Bien, » a dit Camille sans quitter l'écran des yeux. Voyons à quel point il compte la mettre à l'aise. Pour Léa Martin, c'était le moment où sa vie commençait vraiment. L'homme qu'elle fréquentait depuis 6 mois, le beau et charmant Julien Beaumont, tenait enfin ses promesses. Sa femme, froide et obsédée par le travail, était partie et il l'installait dans le palais qu'elle méritait. Elle ne pouvait pas croire que c'était réel, tournoyant au centre de l'immense hall. Dans un coin, un piano à queue sur mesure brillait sous la lumière des lustres. « Ce n'est que l'entrée », a dit Julien rayonnant par le sentiment de plaisir interdit. Il a ressenti une puissante et enivrante vague de pouvoir. Maintenant, c'était sa maison. Camille, avec ses interminables réunions du conseil d'administration et son esprit froid et analytique, ne la méritait pas, ne l'appréciait pas. Mais lui, oui, et Léa aussi, lui, a offert un verre. Elle a dit que la cave était ridicule et que Camille y avait des bouteilles plus chères que sa première voiture. Léa a exigé qu'il lui montre tout. Depuis sa chambre d'hôtel, Camille a observé comment il descendait l'escalier en colimaçon vers la cave climatisée. Elle a vu Julien prendre une bouteille du millésime 2005 qu'elle gardait pour leur 10e anniversaire. Une bouteille de 2000 €, ouverte un mardi par une femme qu'il avait rencontrée il y a 6 mois. Julien a porté un toast dans le salon. Ils ont trinqué. Léa a murmuré un toast pour eux et pour cette maison. Elle a commencé à dire qu'elle avait beaucoup d'idées pour cette pièce, que le canapé gris était trop stérile
et qu'il fallait ajouter de la couleur, peut-être du velours. Julien a hoché la tête avec enthousiasme. Il a dit qu'après la séparation, il y aurait une rénovation complète et que le style serait le sien. Camille a senti un rire amer monter dans sa gorge. Son style. Le canapé que Léa critiquait avait été fait sur mesure et coûtait 80 000 €. La véritable transgression est venue ensuite. Léa a posé son verre et a dit qu'elle voulait voir un endroit par-dessus tout. Julien a souri et l'a attiré vers lui. Le dressing. A dit qu'il voulait lui montrer le repère de la reine. La main de Camille s'est resserrée autour du téléphone. Le dressing était son sanctuaire, un espace de 2 pièces avec contrôle de température et accès biométrique. Julien avait un accès invité. Elle a vu comment il posait son doigt sur le scanner. L'indicateur s'est allumé en rouge, puis en vert. La porte s'est ouverte dans un sifflement. Léa a étouffé un cri. Ce n'était pas un dressing, c'était une boutique. Des rangées de vêtements organisés par couleur et par saison. Un îlot en verre exposait des bijoux. Un mur d'étagères en verre avec des sacs du niveau des Birkin et Kelly d'Hermès pourrait éclipser n'importe quel salon de luxe. Léa est passée devant les tailleurs de Camille avec une grimace et s'est dirigée vers les robes de soirée. Elle a sorti une robe argentée brodée que Camille avait portée à un gala. Elle a dit que la robe avait du potentiel. Elle a enlevé ses chaussures et a commencé à se changer. En plein centre du sanctuaire de Camille, Julien l'aidait avec la fermeture éclair. Depuis l'hôtel, Camille a observé comment la blogueuse de 26 ans posait avec une robe de 30 000 € et tournait sur elle-même devant le miroir. Léa a dit qu'elle était un peu serrée au niveau de la poitrine, mais qu'elle pouvait la porter. Elle lui a demandé ce qu'il en pensait. Julien, l'attirant vers lui, a dit qu'elle lui allait mieux qu'elle n'avait jamais été à Camille. Il l'a embrassée. Ses mains ont glissé sur le tissu et les perles. Ensuite, Léa a fait quelque chose qui a brisé le calme froid de Camille et a touché le nerf le plus douloureux. Elle s'est approchée de la coiffeuse de Camille. Elle a pris un flacon de parfum en cristal ancien qui avait appartenu à la grand-mère de Camille, Geneviève, une fragrance trop personnelle pour être portée souvent, et s'en est vaporisée. Elle a dit que ça sentait la vieille et qu'il faudrait le jeter. Camille s'est levée de sa chaise. « Ça suffit !» a-t-elle dit dans la chambre vide de l'hôtel. Elle a pris les clés de la voiture. « Philippe, la sécurité est en position. 2 agents à l'entrée de service à vos ordres, » a répondu la voix de Philippe, tendue par l'adrénaline. « Et les documents sont prêts à être présentés au tribunal dès le signal. »« D'accord, » a dit Camille en se dirigeant vers la porte. « Je rentre à la maison. » Le trajet de 10 km depuis le centre de Paris jusqu'au Vésinet a été le plus long de sa vie. Elle conduisait l'Audi noir, pas son DS7. Elle avait besoin de silence. Elle avait besoin de l'effet de surprise total. Son esprit fonctionnait comme un super ordinateur très performant, passant en revue des scénarios, évaluant les risques et traitant les données émotionnelles des 6 derniers mois. La tristesse avait disparu, transformée en quelque chose de plus dur et d'utile. C'était une détermination pure et sans mélange. Elle s'est arrêtée sur un chemin de service à un demi-kilomètre de l'entrée et a coupé le moteur. Elle a vu sa maison inondée de lumière, un phare de son succès, maintenant profané par la trahison de son mari. « Agent » a-t-elle dit au téléphone. « Je suis l'administratrice Valois. Je suis sur place. J'entre seule dans la propriété. Maintenez vos positions jusqu'au mot de passe. Le mot de passe est clause 4. Reçu. Reçu, Madame Valois, a répondu une voix rauque.
Elle a marché sur le chemin de pierre, ses talons résonnant doucement. Elle ne s'est pas dirigée vers l'entrée principale. Elle s'est approchée du panneau technique, caché derrière une haie de cyprès. En l'ouvrant, elle a annulé la commande principale des portes. Les portes en fer forgé sont restées fermées. Julien et Léa étaient à l'intérieur, mais maintenant, ils étaient effectivement piégés. Elle est entrée dans la maison par la cuisine, en utilisant son empreinte digitale sur le capteur de service. La cuisine était plongée dans l'obscurité. Elle les a entendus. Ils étaient retournés dans le grand salon. La bouteille de 2000 € était presque vide entre eux. La musique, une pop rythmique générique, faisait vibrer le système audio de 100 000 € qu'elle avait fait installer. Ils dansaient et riaient. Léa portait toujours la robe argentée du gala et se pressait contre Julien, lui embrassant le cou. « Quand allons-nous lui dire ?» a demandé Léa d'une voix légèrement traînante. « Après la fusion ?» a dit Julien, en posant ses mains sur sa taille. « Après que les stock options prendront effet, je suis avec elle depuis 10 ans, je le mérite. Je prendrai la moitié, Léa, la moitié de tout. Cette maison, l'art, les actions. Nous serons à l'abri pour la vie. Nous n'aurons plus jamais à travailler. Et que va-t-il se passer pour elle ? Qui s'en soucie ? A ri Julien. Elle aura toujours son travail. Qu'elle pleure sur ses feuilles de calcul. Camille se tenait dans l'ombre d'un couloir voûté. Elle en avait assez entendu. Elle a levé son téléphone. Elle n'avait pas besoin de toucher le panneau. Elle était l'administratrice. Elle a ouvert l'application propriétaire du système de domotique. Elle a appuyé sur une seule icône étiquetée « Alerte ». L'effet a été instantané. La musique s'est coupée, remplacée par un silence assourdissant. Ensuite, toutes les lumières de la maison de 1000 mètres carrés se sont allumées à une luminosité éblouissante de 100%. Les rideaux automatiques, qui étaient fermés, se sont enroulés au plafond dans un bruit fort et synchronisé, révélant les sombres collines derrière les fenêtres. Une voix numérique féminine et calme. Sa propre voix, utilisée pour l'intelligence artificielle personnalisée. Elle a rempli toutes les pièces. Violation de sécurité détectée. Présence non autorisée dans la suite principale. Privilège des invités révoqué. Verrouillage total activé. Léa a crié et a reculé en portant ses mains à sa gorge. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a crié Julien. Il s'est retourné brusquement. Son visage a pâli de panique. « C'est le système de sécurité. Il est en panne. Camille a dû faire quelque chose. »« Je ne sais pas. Arrête ça !» Camille a souri. C'était un sourire subtil, froid et intimidant. « C'est là que tu te trompes, Julien, » a-t-elle dit en faisant un pas en avant. « C'est l'erreur la plus chère de ta vie. » Julien l'a fixé. Sa confiance s'était évanouie, remplacée par une peur grandissante. La maison restait éblouissante de lumière. La voix du système gardait le silence, attendant le prochain ordre. « De quoi parles-tu » a-t-il murmuré. « Cette maison, » a dit Camille en embrassant l'espace du regard. « Je l'ai construite, et je ne l'ai pas construite en tant que Camille Valois, ta femme. » Elle a fait une pause pour laisser les mots s'imprégner. « Je l'ai construite en tant que héritage, Soleil SAS, une société par action simplifiée dont je suis l'unique propriétaire. » La couleur a disparu du visage de Julien. Il semblait avoir été frappé. « L'entreprise, c'était pour les impôts, c'est ce qu'a dit Philippe. »« Philippe ?» a dit Camille, mon avocat. « Il a fait exactement ce que je lui ai ordonné. Il a protégé mes actifs de tous les risques, y compris toi, comme cela s'est avéré. » Elle s'est approchée davantage cette propriété. La maison numéro 18 de l'allée des Chênes
est un actif de l'entreprise. Elle appartient dans sa totalité à mon entreprise. Tu n'es pas un employé de cette entreprise. Tu n'es pas un signataire autorisé. Tu n'es pas sur le titre de propriété. Tu n'es pas dans le registre. Elle a détourné le regard de son visage pâle vers Léa. D'un point de vue légal, Julien, tu es un invité. Et en ce moment même, toi et Madame Martin êtes ici illégalement. Illégalement, a murmuré Léa. Ses mains tremblaient. Julien bluffe. Vraiment, a dit Camille brusquement. Elle a sorti son téléphone et a appuyé sur l'écran. La voix de son avocat, Philippe Morel, a résonné à travers le système audio de la maison, aussi clair que s'il était dans la pièce. « Bonsoir, Julien. » Julien a sursauté et a regardé autour de lui. « Philippe, qu'est-ce que c'est ?»« C'est une notification officielle, Julien, » a dit Philippe. À 21h05 heure de Paris, les documents de dissolution du mariage ont été déposés au tribunal de Paris. Tu te sépares de moi. Julien s'est tourné vers Camille avec une expression de choc pathétique. Bien sûr, a dit Camille, mais ce n'est pas tout pour toi. La voix de Philippe a continué. J'attire ton attention sur le contrat de mariage que tu as signé le 1er juin 2015. En particulier la clause 4 alinéa B, la clause morale. Quelle clause ? Julien a pâli. La clause morale, a dit Camille en s'approchant. Celle que tu n'as pas lue parce que tu étais occupé à calculer tes futurs paiements. Elle stipule que tout fait prouvé d'infidélité conjugale entraîne la perte immédiate de tous les droits, à la prestation compensatoire, aux stock options et aux actifs conjoints. Tu ne pourras pas le prouver, a murmuré Julien. Son regard a dévié vers Léa. Camille a éclaté de rire. Le rire était froid et tranchant. Julien, nous sommes dans une maison intelligente de ma propre conception. Seulement dans cette pièce, tu es enregistré par 4 caméras haute résolution. J'ai les relevés de ta carte de crédit secrète des 6 derniers mois. J'ai un rapport de 30 pages d'Étienne Roux, mon détective privé, qui détaille chacun de tes rendez-vous avec Madame Martin dans cette maison. Elle a regardé Léa, qui avec la robe de 30 000 € semblait sur le point de s'évanouir. Et j'ai un enregistrement vidéo de vous, Madame Martin, en train d'essayer mes vêtements dans mon dressing et de déclarer votre intention de redécorer ma maison. Je pense que le critère de préjudice démontrable est pleinement rempli, n'est-ce pas Philippe ? Sans aucun doute, Camille, a-t-on entendu la voix de l'avocat. Alors clarifions cela une fois pour toutes, a dit Camille en s'arrêtant à quelques pas de son mari. Tu ne prends pas la moitié, tu ne prends pas la maison, tu ne prends pas les œuvres d'art, tu ne prends pas les actions de Lumina France. Tu prends, laisse-moi vérifier, la Porsche que je t'ai offerte pour ton anniversaire, que je ne vais pas contester, et les dettes avec lesquelles tu es entré dans cette union. Et c'est tout. Julien la regardait. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son ne sortait. Toute la base de sa vie, cet avenir luxueux et insouciant qu'il avait planifié il y a quelques minutes à peine, s'était évaporé. Maintenant, a dit Camille, sa voix est devenue mortellement silencieuse. Je crois qu'il est temps que tu partes de ma maison. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte, a-t-il finalement crié. Sa voix s'est brisée. Je vis ici, c'est ma maison, mes vêtements sont en haut. Tes vêtements, a dit Camille, sont déjà en train d'être emballés par une équipe. Ils seront envoyés où que tu ailles, mais tu ne passeras pas une seconde de plus ici. Elle a de nouveau levé le téléphone. Philippe, active l'équipe. Mot de passe, clause 4. La porte principale, qui était en mode de verrouillage total, a sonné doucement et s'est ouverte. 2 hommes sont entrés. Ce n'étaient pas des policiers. Ils étaient plus grands, plus larges d'épaules et portaient des tenues tactiques noires. Ils faisaient partie du service de sécurité personnelle de Camille, une structure privée composée d'anciens membres des forces spéciales.
Il semblait professionnel et imposant, et n'obéissait qu'à Camille. « Madame Valois, » a dit le plus âgé d'entre eux, un homme au crâne rasé appelé Franck Girard, en hochant brièvement la tête. « Franck, s'il te plaît, accompagne monsieur Beaumont et madame Martin hors de la propriété. »« Avec grand plaisir, » a-t-il répondu. « Tu ne peux pas faire ça, » a crié Julien, en reculant pendant que les hommes s'approchaient. « C'est de la folie, c'est ma vie. » « Ta vie, » a répondu Camille avec calme, « était un appendice parasitaire de ma vie. L'hôte élimine maintenant le parasite. » Julien a poussé un cri perçant, Léa trouvant enfin sa voix. Elle était aiguë et hystérique. « Julien, fais quelque chose. Tu disais que c'était à toi. Tu disais que tu étais riche. » Elle s'est tournée vers lui et sa peur s'est instantanément transformée en fureur pure. Le charme était rompu. L'homme charmant et puissant qu'elle croyait avoir conquis n'était rien. Une farce, un escroc. « Tu es un idiot !» a-t-elle crié en le poussant. « Un idiot absolument pathétique. Tu n'as rien. » « Léa, calme-toi, » a supplié Julien en essayant de l'écarter. « Elle est en train de tout retourner. Pouvons-nous nous battre ?»« Nous battre avec quoi, Julien ?» a demandé Camille. « Avec l'argent de ta société de conseil, qui ne pourra engager aucun avocat dans cette région quand ils verront le contrat de mariage et les preuves. » Franck et son collègue se sont placés de chaque côté d'eux. « Monsieur, madame, vous allez quitter cette maison maintenant. » Ce n'était pas une demande. Julien a regardé Camille. Son regard cherchait une trace de la femme avec qui il s'était uni, une goutte de douceur, un reste d'affection qu'il pourrait exploiter. Il n'a rien trouvé. Face à lui, il n'y avait que la directrice générale de Lumina France, la femme qui venait d'exécuter une reprise de contrôle hostile de tout son avenir et avait liquidé ses actifs. « Mon téléphone, mon portefeuille sont en haut », a-t-il murmuré d'une voix brisée. « On vous les apportera », a dit Franck. Et elle, Julien a pointé du doigt Léa qui sanglotait déjà ouvertement en s'agrippant à la robe argentée. « Qu'elle garde la robe, » a dit Camille avec un geste indifférent. « Considérez-le comme un cadeau de départ, un souvenir de la vie que vous avez presque eue, bien que je vous enverrai la facture du pressing, de la boisson et du parfum. » Ce dernier coup mesquin a semblé l'achever. Julien s'est effondré. « Par ici, monsieur, » a dit Franck, en posant une main ferme sur son épaule. « Je veux que l'odeur de sa présence disparaisse. Je veux que toute la maison soit purifiée. »« Oui, madame. » Camille est entrée dans son bureau, a fermé la porte et pour la première fois en 6 mois, s'est assise et s'est permis de pleurer. Cela a duré exactement 5 minutes. Ensuite, elle s'est essuyé les yeux, a ouvert son ordinateur portable et a commencé à revoir les termes de l'accord de fusion à Bordeaux. La menace avait été neutralisée. Il était temps de retourner au travail. Les jours suivants sont devenus un torrent flou d'activités juridiques. Julien, sans domicile et humilié, s'est installé dans un hôtel de catégorie moyenne à Gonesse, en le payant avec les derniers restes de son crédit. Léa Martin, en réalisant que Julien n'était pas seulement ruiné, mais qu'il deviendrait bientôt tristement célèbre, a disparu. Elle lui a laissé un message vocal hystérique, disant qu'il avait ruiné sa vie et une robe de 30 000 € avec elle, qu'il ne savait pas quoi en faire. L'espace médiatique de Paris, préparé à l'avance par l'équipe de relations publiques de Camille, a explosé. L'histoire a été construite avec précision et froideur. Camille Valois, la géniale et réservée directrice générale, a été victime d'un mari calculateur et parasitaire. Julien Beaumont n'était pas seulement déloyal, c'était un imbécile. Il l'avait jeté de sa propre maison, ou plutôt de la maison de sa femme, de la manière la plus publiquement humiliante. Tous les investisseurs et partenaires avec lesquels il avait traité ont cessé de répondre à ses appels. Les clubs de golf, dont l'adhésion était gérée par l'intermédiaire de Camille,
ont annulé ses privilèges. Il est devenu un paria social et professionnel. Il a essayé d'engager un avocat, mais comme Camille l'avait prédit, dès que les juristes ont vu le contrat, c'était la politique de la terre brûlée. Elle ne ressentait aucun remords. Mais alors que la poussière retombait, Philippe Mourel menait sa propre enquête. La séparation a été simple. Cependant, il se préparait à une éventuelle et désespérée tentative de demande de la part de Julien. Il a étudié tout ce que Julien avait fait au cours de la dernière année. Il a appelé Camille 3 semaines après l'expulsion. « Camille, j'ai trouvé quelque chose », a-t-il dit d'une voix sombre. « Ce n'est pas seulement de la déloyauté, c'est bien pire. » L'estomac de Camille s'est noué. Que pourrait-il y avoir de pire que ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Une fuite de données confidentielles. Camille, il y a eu un silence. Explique-toi, a-t-elle ordonné. J'ai recoupé les dates des voyages et le rapport d'Étienne Roux avec ton calendrier d'entreprise. Chaque fois que tu avais une réunion importante du conseil d'administration ou un sommet sur le développement de produits, Julien rencontrait la même personne 2 jours plus tard. Il s'appelle Bertrand Lefebvre. Le sang de Camille s'est glacé. Lefebvre, le directeur des opérations de cybernétique Global SA? Exactement. A confirmé Philippe, ton principal concurrent, qui vous a mystérieusement devancé sur 2 lancements de produits cette année. Tout prenait sens. La réunion avec des investisseurs tard dans la nuit au bureau. Non seulement il l'a trompé, il l'a volé. Il ne cherchait pas seulement à emporter la moitié de sa fortune, il essayait de détruire l'entreprise qu'elle avait créée de toutes pièces. L'homme avec qui elle avait partagé son temps, ses peurs et ses victoires, avait été son ennemi pendant tout ce temps, un saboteur. Il ne se contentait pas de la moitié, a murmuré Camille. La prise de conscience l'a frappé comme un coup physique. Il voulait tout. Il voulait me détruire et construire son empire sur mes ruines avec elle. C'était la véritable trahison. L'infidélité a blessé son cœur. Cela était un coup porté à son héritage. Qu'a-t-il réussi à prendre? A demandé Camille. Étienne travaille là-dessus. Il trace l'utilisation des données de Julien sur votre réseau domestique. Ça a l'air mauvais. Camille a accédé plusieurs fois au serveur de développement de Lumina France en utilisant tes identifiants d'administrateur depuis l'ordinateur de la maison. Camille s'est agrippée au bord de la table. Julien connaissait ses mots de passe. Il l'avait vu les taper des centaines de fois. Il connaissait la note sous le clavier avec les codes d'accès Racine. Elle avait été trop imprudente, trop confiante. Camille, a dit Philippe doucement, ce n'est plus une simple procédure, c'est une infraction majeure. La fureur que Camille avait ressentie dans le salon est revenue. Mais maintenant, elle n'était pas brûlante, elle était glaciale. C'était la concentration froide et mortelle qui l'avait rendue si puissante. Non seulement il l'avait insultée, non seulement il l'avait trahie, il avait déclaré la guerre. Camille Valois ne perdait jamais une guerre. « Donne-moi tout, Philippe », a-t-elle dit d'une voix ferme. « J'ai besoin des courriels cryptés, des journaux du serveur, des virements bancaires. Je veux savoir à qui il a parlé chez Cybernétique Global SA. » Elle a pris une profonde inspiration. « Je veux que tu contactes la brigade financière et les autorités compétentes. » 6 mois plus tard, la propriété du numéro 18 de l'allée des Chênes était méconnaissable. Le silence de cette terrible nuit était devenu un écho lointain, remplacé par le murmure animé des gens, là où Julien et Léa s'étaient tenus, tremblants de froid et de honte, travaillaient maintenant des voituriers en veste blanche, organisant une file de voitures étincelantes. Le manoir, qui auparavant était une froide forteresse de verre et d'acier, avait maintenant de la vie. Dans le grand salon, se sont réunis les esprits les plus brillants de la technologie, de la finance et de la politique. La douce musique d'un trio en direct
se reflétaient sur les plafonds en bois, et l'air était imprégné de l'arôme de fleurs blanches et de boissons prestigieuses. La maison était enfin utilisée comme Camille l'avait conçue, non comme un monument stérile à la richesse, mais comme un incubateur d'idées. C'était le premier gala de charité de la Fondation Vesta, le nouveau projet de Camille pour soutenir et guider les jeunes femmes dans les sciences et la technologie. L'invité d'honneur était le ministre de l'Industrie, Jean-Pierre Duchamp. Camille se mouvait dans la foule, non pas comme une femme qui se cache de son passé, mais comme une femme renaissante. Elle portait une robe bordeaux sur mesure, qui mettait en valeur ses cheveux sombres. 6 mois de procédure, d'interrogatoire et de reprise du contrôle de son entreprise et de sa maison avaient forgé en elle une nouvelle confiance inébranlable. Elle n'était plus seulement une directrice générale, elle était une survivante. L'accord de fusion à Bordeaux, qui s'est conclu 48 heures après avoir fait partir Julien, s'est avéré être un succès retentissant. Les actions de Lumina France ne se sont pas seulement triplées, elles ont quadruplé. La presse, en apprenant sa victoire d'entreprise et son histoire personnelle, l'a surnommée le phénix de fer. Elle est officiellement devenue la plus jeune femme du pays à amasser par elle-même une telle fortune. Camille est magnifique, a dit une jeune femme en s'approchant d'elle. C'était Emma Bernard, une étudiante de 22 ans, la première bénéficiaire de la bourse de la Fondation, qui avait récemment breveté un nouvel algorithme de cryptage quantique. Le ministre Duchamp a fait l'éloge de ma présentation, Emma. Camille a souri en posant une main sur son épaule. Je savais qu'il le ferait. Maintenant va et tisse des liens. Que personne dans cette pièce ne parte sans connaître ton nom. Quand Emma s'est éloignée, Camille s'est permis un petit et sincère sourire. C'était son nouvel héritage. Non la trahison, mais la reconstruction. Elle l'a vu près de l'immense cheminée. Philippe Morel se tenait là, patiemment. Il avait l'air détendu, avec un costume parfaitement ajusté et un verre à la main. Il a croisé son regard et a fait un léger signe de tête vers la terrasse. Elle s'est excusée et est sortie à l'air frais de la nuit. Les murs de verre étaient complètement ouverts, reliant la fête à la vue panoramique des lumières de Paris. Tu as fait beaucoup de chemin depuis la chambre d'hôtel avec un ordinateur portable, a-t-elle dit en s'approchant de la balustrade. Et toi, tu as fait beaucoup de chemin depuis la femme à qui j'ai parlé cette nuit-là, a-t-il répondu avec chaleur et une admiration sincère. Mais le plus intéressant, a continué Philippe avec un sourire sombre, c'est la question des actifs, ou plutôt de leur absence. Il a gardé la voiture, lui a rappelé Camille. Oui, il a gardé la voiture, a confirmé Philippe. Mais ensuite, j'ai présenté les factures. 2000 € pour la bouteille que lui et Madame Martin ont bu. 4500 pour le nettoyage spécialisé de la chambre principale, comme tu l'as exprimé, et bien sûr, la facture de 30 000 pour le cadeau de départ, la fameuse robe. Le tribunal a statué que ce n'étaient pas des dépenses familiales, mais des dettes personnelles contractées à la suite d'actions délibérées et profondément offensantes. Il a saisi la voiture pour le montant total. Camille a haussé un sourcil, donc Julien n'a pas pu payer les 36 500. La voiture a été saisie par les autorités la semaine dernière et vendue, a dit Philippe. Après avoir payé l'acompte, la commission et nos factures, il lui est resté un chèque bancaire de 814 €. Camille a regardé les lumières de la ville. 814 €. 10 ans de sa vie échangés contre moins de 1000. Alors, c'est fini, a-t-elle murmuré. Le dernier fil de cette union avait été coupé. L'affaire civile est close, a dit Philippe en baissant la voix. Il a posé son verre sur la balustrade en pierre. Mais ça, Camille, c'était juste le nettoyage. Et ça, il a sorti son téléphone de sa poche, c'est le règlement de compte. Camille s'est tournée vers lui. Tout son corps s'est tendu,
C'était le moment qu'elle attendait. La deuxième affaire, le dossier majeur, a-t-elle dit. Les autorités ont présenté le dossier il y a 3 jours, a répondu Philippe. Cela a été gardé secret jusqu'au moment de l'opération. Et ils n'ont pas seulement agi, Camille, mais ils ont frappé fort, a-t-il continué. Nos preuves ont été la clé. Les journaux du serveur que tu as fournis, l'analyse des données d'Étienne Roux, les téléphones trouvés dans l'ancien bureau de Julien. Ce n'était pas une action ponctuelle, c'était un plan systématique de 2 ans pour soustraire les données de Lumina France. Julien vendait votre portefeuille de recherche à Bertrand Lefebvre de Cybernétique Global SA. Les plans du projet Chimère, la stratégie de lancement du 3e trimestre. Il a tout vendu. Pour combien ? A demandé Camille. Sa voix est devenue dangereusement calme. Nous avons trouvé un compte offshore. Lefebvre lui a transféré un peu plus de 1 200 000 €. Une somme pathétique, considérant que confronté à des preuves irréfutables et à la menace d'une enquête, il a fait exactement ce que nous attendions, a dit Philippe. Ils ont licencié Lefebvre et 2 autres directeurs, les déclarant comme des acteurs isolés. L'entreprise coopère pleinement avec l'enquête, ce qui signifie que Lefebvre est maintenant totalement et absolument seul. Ses avantages ont été annulés, ses options ont été annulées. Il a essayé de négocier un accord, mais les autorités étaient beaucoup plus intéressées par son partenaire. Julien, a dit Camille. Philippe a confirmé qu'il l'avait escorté aujourd'hui à 15h15. Non, pas dans un hôtel. Il ne pouvait plus se les permettre. Il vivait dans un studio misérable à Aubervilliers, juste à côté des voies ferrées. Il avait déjà encaissé le chèque de 814 €, probablement pour payer le loyer. L'équipe d'Étienne Roux le surveillait depuis des semaines, au cas où. Le visage de Philippe s'est assombri. Selon leurs données, il mangeait des céréales sèches directement dans la boîte, lorsque l'équipe d'intervention a ouvert la porte. Non seulement il a perdu l'argent, Camille, il s'est perdu lui-même. On a envoyé à mon bureau une photo de lui après l'intervention. Il est émacié. Il a perdu au moins 30 kilos. Il fait 20 ans de plus. Il n'a pas résisté. Il n'a pas discuté. Ils disent qu'il s'est simplement effondré en larmes, a mis les mains dans le dos et a accepté son sort. Camille a fermé les yeux un instant, l'imaginant. L'homme beau et charismatique qui l'avait captivé, qui portait des costumes chers et riait dans sa maison, maintenant escorté sous surveillance, sorti d'un appartement misérable par des agents. L'image ne lui a procuré aucune joie, juste un profond, froid et définitif sentiment de clôture. Et elle a demandé, Camille, en ouvrant les yeux. La blogueuse Léa Martin a disparu il y a longtemps. Étienne l'a retrouvée dans son village natal en Corrèze. Elle travaille maintenant comme réceptionniste dans une clinique dentaire. Des agents l'ont interrogée. Elle a paniqué, a raconté tout ce qu'elle savait, mais elle ne savait rien de la fuite d'informations. Pour elle, Julien était simplement un homme riche et infidèle. C'était un pion comme lui, sans importance. Ils l'ont laissé partir. Dans les documents finaux, elle ne sera qu'une note de bas de page. Camille a hoché la tête, assimilant tout le système complexe de détails interconnectés de sa chute. À quoi est-il confronté ? Les autorités sont ravies. C'est un cas exemplaire, très médiatisé. Ils en font un exemple. Oui, il a trahi sa femme, mais aux yeux de la loi, il a trahi le pays, commettant des actes contre une entreprise vitale pour l'infrastructure technologique nationale. C'est ainsi qu'il le présente. Les faits incluent complot, soustraction de données et activités illicites. Il risque un minimum de 10 ans dans un centre de redressement. On en demande 15. 15 ans. Toute une vie. Il a eu tellement d'opportunités, a dit Camille à voix basse. Elle parlait à la nuit, à la ville, à elle-même. Il aurait pu faire n'importe quoi. Il aurait pu construire quelque chose à lui,
je l'aurais soutenue. Je l'ai soutenue maintes et maintes fois. » Elle s'est tournée vers Philippe. Ses yeux, à la lumière de la lune, étaient clairs et durs. Mais il a choisi d'être un parasite. Il ne lui suffisait pas d'avoir, il voulait prendre. Il ne lui suffisait pas d'être mon mari, il voulait essayer d'être moi, en prenant ce que j'avais construit. Certaines personnes ne peuvent pas être près du soleil, a dit Philippe doucement. Cela ne fait que leur rappeler leur propre obscurité. Tout ce qu'ils veulent, c'est projeter une ombre. Maintenant, il restera dans l'ombre pour toujours. Justice, a dit Camille en savourant le mot. Elle n'était pas brûlante et furieuse comme la vengeance. Elle était froide, propre et absolue, comme une équation parfaitement équilibrée. Un raclement de gorge poli est venu du seuil. C'était Franck Girard, son chef de la sécurité, qui avait été à ses côtés depuis cette nuit-là. « Madame Valois, a-t-il dit, sa présence était rassurante. « Excusez-moi. Le ministre Duchamp s'apprête à quitter la réception, mais il demande à vous voir. Il veut discuter du nouveau programme national d'intelligence artificielle et de votre possible participation au conseil consultatif. » Camille a pris une profonde inspiration, remplissant ses poumons d'air frais et nocturne. Elle a regardé Philippe, qui a souri et a levé son verre vide dans un dernier geste silencieux. Le passé était une affaire classée, une leçon douloureuse, chère, mais terminée. L'avenir l'attendait juste ici, dans sa propre maison, en la personne de l'une des figures les plus influentes du pays. Camille a ajusté la soie bordeaux de sa robe. Elle s'est détournée de la sombre vue panoramique de la vallée et de la ville derrière elle. Elle n'a pas regardé en arrière. « Merci, Franck », a-t-elle dit d'une voix ferme et claire. « S'il te plaît, dis au ministre que j'arrive tout de suite. » Elle est retournée dans le salon, de retour dans le torrent de lumière, de retour à la vie qu'elle n'avait pas seulement récupérée, mais qu'elle avait refaite. Et voilà ce qui arrive quand l'amour d'une femme est confondu avec de la faiblesse. Il pensait que le manoir était son trophée, mais c'était la forteresse d'elle. Il a pensé,